Salut tout le monde, c'est Mans, et aujourd'hui on va parler de point de vue. Alors non, on ne va pas parler de votre point de vue sur mes vidéos, ça je m'en fiche complètement, mais plutôt du point de vue qu'on adopte en tant que joueur dans une partie de jeu de rôle. Être un joueur autour d'une table de jeu de rôle nous permet de contrôler un personnage imaginaire qu'on va faire agir au sein de l'univers campé par le maître de jeu, et bien sûr en interaction avec les autres personnages. Contrôler ce personnage, c'est décrire par la parole son apparence, son comportement, ses pensées. Et ça, eh bien, on peut le faire de tas de manières différentes. Et dans cette vidéo, on va s'attacher au point de vue auquel on se place en tant que joueur pour jouer son personnage. Un point de vue que je vais catégoriser en 3 niveaux. Le niveau 1, on va narrer ce que son personnage fait en se plaçant au-dessus, comme un marionnettiste qui tirerait les ficelles. Le deuxième point de vue, on va incarner ce personnage en se plaçant à l'intérieur de lui et en parlant à la première personne. Et le troisième point de vue, eh bien, on va carrément s'immerger à fond dans son personnage, l'espace de la partie, et le jouer comme si on était ce personnage. La différence entre ces 3 niveaux, ces 3 strates, ces 3 catégories, c'est une question de proximité entre le joueur et son personnage. Et comme nous allons le voir, eh bien, il n'y a pas vraiment de mauvaise manière de jouer. Et on peut même entremêler ces 3 manières, ces 3 strates, pour obtenir des parties encore plus intenses et plus mémorables. Et pour enrichir cette brillantissime démonstration, évidemment, eh bien, j'ai demandé à Jean Dindon, l'homme qui aurait pu achever les 12 travaux d'Hercule en une seule matinée, d'apporter son éclairage sur ce sujet. Et c'est parti. Pour débuter cette vidéo, je vous propose un petit exemple. Jean-Michel joue un détective privé, Alan, qui enquête sur une disparition. Et Alan vient d'entrer avec ses 2 collègues dans le bureau de la disparue sur laquelle ils enquêtent, un bureau orné d'une magnifique et vaste bibliothèque qui prend tout un pan de mur, une bibliothèque encore plus grande que la mienne, je suis jaloux. Et voici 3 exemples de phrases que Jean-Michel pourrait dire pour indiquer ce que va faire son personnage, c'est-à-dire fouiller la bibliothèque. En premier, si on est sur la strate la plus haute, Alan va se diriger droit vers la bibliothèque et va commencer à la fouiller. En deuxième, strate intermédiaire, après avoir fait le tour de la pièce du regard, je commence à fouiller la bibliothèque. Et troisième strate, la plus basse, j'ai le sentiment que quelque chose se cache dans cette bibliothèque. Je vais méthodiquement la fouiller en déplaçant tous les livres. Et d'ailleurs, vous verrez que les livres placés en hauteur me provoquent des grimaces et que je me tiens le bas du dos. Alors, la première proposition, la première strate est purement descriptive, illustrative. Le joueur se place au-dessus du personnage et parle à la troisième personne. La deuxième strate propose une immersion du joueur dans le personnage. Il se met au même niveau, il parle à la première personne. Et dans la troisième strate, eh bien, on porte le niveau d'immersion un cran plus loin. Le joueur est son personnage, il se fond en lui, il se met éventuellement à utiliser une voix spécifique, des mimiques, à faire des gestes. Et de prime abord, eh bien, on se dit que c'est forcément la troisième strate qui est la meilleure, que jouer est meilleur qu'incarner et qu'incarner est meilleur que rapporter. Et donc, qu'en toute logique, il faut tendre vers le jeu pour être un meilleur rôliste. Oui et non. Esprit de Macron, es-tu là? Eh oui, il y a un peu de en même temps dans cette vidéo. Et pour mettre des mots sur ce en même temps, sur ces impressions que j'avais jetées sur papier, eh bien j'ai fait appel à Jean Dindon. Jean Dindon, en plus d'être un rôliste qui a un pseudo absolument ébouriffant, eh bien il est expérimenté et surtout il se pose plein de questions. Il a d'ailleurs produit une série de 24 podcasts pour l'Avent que je vous conseille fortement d'écouter. Vous trouverez le lien en description. Mais avant ça, écoutez ce qu'il a à dire sur le point de vue du joueur par rapport à son personnage. Je vais te répondre avec une anecdote détournée, enfin un truc, mais on retombe sur la question très très vite. Je sais plus quand, je crois que c'était sur le Discord de Kaku. Et il y a la question qui est posée, il y a différentes personnes qui donnent son avis sur
qu'est-ce qui font un bon joueur? Et tout le monde va très vite dans, l'interprétation, heu et des choses très, enfin pas très prévisibles, mais tu vois les 1 choses qu'on va te dire, quand on te dit qu'est-ce que voilà, il faut tenir, la voix si on fait une voix, il faut enfin voilà plein de choses et beaucoup de personnes sont sur le, pour bien jouer, il faut avoir le bon contact avec le personnage, il faut être très proche du personnage, il faut être et cetera et moi je réponds et c'est à moitié du troll et à moitié c'en est pas. Je dis pour moi la meilleure compétence du joueur, c'est celui qui peut zoomer et dézoomer. C'est celui qui à un moment donné, peut plonger, dans son personnage. Hem, Cortex il dit, jouer son personnage pied au plancher quoi, c'est vraiment le truc tu te mets dedans, tu es dans ton personnage et puis tu le joues pleinement et par moment, moi je trouve qu'une des et quelque chose qui est très agréable à avoir pour un joueur, au moins qu'il y en ait un autour, un joueur ou une joueuse autour de la table, c'est quelqu'un qui puisse dézoomer et se dire: «OK, très bien, là la situation elle est telle qu'elle est, heu, de quoi est-ce que l'histoire a besoin? De quoi est-ce qu'on a besoin tout de suite? Qu'est-ce que je peux faire pour servir les autres personnages autour? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon MJ?» Et avant de rezoomer avec la bonne idée, quoi. Alors si je lui ai demandé spécifiquement son avis à Jean Dindon, c'est parce que nous avons partagé une partie où nous étions tous les deux joueurs, avec un troisième comparse, Sylvain, et Lestat était notre maître de jeu. Alors, soyez magnanime, Lestat il débute dans le JDR, c'est un petit jeune, il faut lui pardonner quelques faiblesses, mais si malgré tout vous avez envie de vous améliorer dans votre pratique du jeu de rôle, dans la maîtrise de parties personnelles et viscérales, eh bien allez écouter ce qu'il raconte, bien vous en prendra. Le lien est aussi en description. Et donc j'ai été très étonné de voir Jean Dindon jouer quasiment toute cette partie à la troisième personne. Je vous mets 2 petits exemples. C'est Marion qui va faire demi-tour et faire quelques petits sauts de cabri en arrière pour glisser sa main dans la sienne, lui dire allez Benoît, allez, on monte jusqu'à l'observatoire. De là-bas, on verra beaucoup mieux. Ce que Nathan a dit, moi je le crois. Marion a rigolé à la blague de Vivien parce qu'elle est toujours dans l'espèce de l'euphorie de la course et puis de tout ce qui s'est passé avant. Elle va s'approcher d'une grande vitre qui tombe donc toute sale, comme tu as dit. Elle va entreprendre de dessiner quelque chose dessus. Ça va lui prendre longtemps, mais avec son doigt, elle va dessiner une espèce de grande planète avec des anneaux autour. Vous pouvez retrouver un actual play de Comet, ce one-shot de Lestat, mais avec d'autres joueurs, donc ce sera forcément moins bien qu'avec nous, sur la chaîne secondaire de Lestat, dont je vous mets le lien en description également. Alors si j'ai été étonné de voir Jean Dindon jouer ainsi, à la troisième personne, eh bien j'ai été encore plus étonné de voir que ça fonctionnait plutôt bien, contrairement à l'idée que j'avais de l'adoption de ce point de vue extérieur. Je vais donc demander pourquoi il utilisait cette troisième personne lors de ses parties. Je m'étais même pas posé la question et pour moi, je jouais le personnage à la troisième personne et en fait, ça fait, ouais, 1 an ou 1 an et demi que je le fais en y réfléchissant et je m'étais pas posé la question et Lestat me dit: «C'est bizarre, tu joues un personnage à la troisième personne, c'est pas courant» et puis ça m'a pas mal fait réfléchir en me disant: «Bah oui, pourquoi je le fais?» et cetera et en plus, il me tend une piste de réflexion, il me dit: «Est-ce que c'est parce que tu joues un personnage féminin?» qui est sans doute, ce qui est possiblement vrai quoi, comme je me sens peut-être un peu plus détaché ou peut-être moins légitime à être dans la pleine interprétation et je me suis fait la réflexion que c'était peut-être un autre outil à avoir en tête, c'est-à-dire d'utiliser la troisième personne quand on voulait, bah, comme on disait, être un petit peu plus détaché de l'action, se mettre, à un espèce de niveau un petit peu de maître du jeu parce qu'on reprend la narration à ce moment-là. Utiliser la troisième personne et quand on veut de l'intensité, quand on veut de la proximité, quand on veut, ne faire qu'un avec le personnage, réutiliser la première personne. Et voilà, donc nous y sommes à ce fameux zoom-dézoom, à ce point de vue dont je vous parlais en introduction, et pour lequel je vous ai donné un petit exemple un peu plus tôt. Il me semble que si on prend un petit peu de recul, eh bien ça pourrait peut-être être un outil qui s'avérerait vraiment utile dans le cadre de nos parties. C'est un des outils les plus forts et les plus puissants quand il est bien manipulé, quoi. C'est vraiment, le s'il y a un joueur ou une joueuse dont tu comprends qu'il maîtrise cet aspect-là, tu comprends que c'est quelqu'un avec qui ça va être très, très, très vraisemblablement très agréable de jouer parce que ça veut dire qu'il a une lecture, à différents niveaux de ce qui est en train de se passer
et ça veut aussi dire qu'il va probablement jouer pour les autres en plus de jouer pour lui. Enfin voilà, enfin, je pense qu'il y a un truc très. Je pense que tu cibles un truc qui est qui est très très fort en fait, hein, qui est une recette magique. Eh ouais, une recette magique, rien que ça, il va falloir que je le dépose. Bon, pourtant, pour avoir pas mal écouté ce qui se disait sur YouTube à propos de l'interprétation des personnages dans le cadre de jeux de rôle, bah, j'ai pas vraiment trouvé grand-chose à ce sujet. C'est un des trucs sur lequel on met pas beaucoup l'accent dans les vidéos conseils ou les conseils qu'on se donne entre rôlistes. Et que justement c'est la partie où tu décides pour ton personnage, mais tu le fais avec une conscience, un petit peu méta, avec, un truc avec un recul et tout. Et je trouve que c'est quelque chose qui, quand c'est bien maîtrisé, c'est c'est d'une force, et c'est plaisant vraiment pour tout le monde, quoi. C'est si tu le fais hem, en ayant à cœur de servir la partie, de servir, une meilleure histoire, et que tu le fais, pas pour des mauvaises raisons de calcul mais en fait, si je fais ça, mon personnage a plus de chances de gagner. Si je fais ça, je vais avoir un bonus et cetera. Si je fais ça, mon personnage va avoir un ascendant ou sur la partie ou sur un autre personnage. Si tu recules et que tu dis: «OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça se passe mieux pour les autres en vérité?» Je pense que c'est un outil qui est très, très fort et dont on parle pas souvent, quoi. Le point de vue comme outil pour servir la partie et vivre des émotions plus adaptées à la scène, au moment, avec plus ou moins d'intensité selon le moment et le besoin des autres personnages. Bah, très bien, ça paraît vraiment pas mal, mais en pratique, comment est-ce que ça marche? C'est peut-être même un espèce de signe méta qu'on s'envoie autour de la table. Si tu dis: «OK, là je suis à la première personne», c'est que je cherche de l'intensité, et les autres joueurs et joueuses autour de toi devraient se dire, tu vois, si tout le monde prend le temps de si les habitudes de jeu prennent le temps de se construire, au bout d'un moment, tout le monde devrait se dire: «OK, là Jean Dindon joue à la première personne, il est en train de chercher quelque chose. On va lui donner, alors soit moi je joue à la troisième personne pour lui apporter parce que c'est un moment où il pense qu'il a besoin de spotlight et cetera. Soit, il est en train de chercher une intensité dans un dialogue, et est-ce que moi je devrais pas revenir, tout en bas de la première personne pour, être avec lui, tu vois? Et je pense que c'est aussi des choses, qui gagneraient à être réfléchies, tu vois? Parce que là on en parle et c'est très, c'est un petit peu théorique, mais je pense qu'avec les bonnes tables, les bonnes dynamiques, les bonnes habitudes de jeu, tu peux, tu peux avec cet outil t'envoyer des signes qui te permettent de pas faire de méta, qui te permettent de pas dire, «Ah, bon, et si on la jouait vraiment bien cette scène?» Parce que là, tu as coupé la narration en faisant ça. Mais en fait, si tu passes à la première personne et tu dis: «Et là je fais ci, et là je fais ça, et là je m'approche de toi», tu es en train de le faire avec plus de manière peut-être un peu plus élégante et qui casse moins la narration, quoi. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans une partie de jeu de rôle, c'est quand tout est narré, tout est histoire de bout en bout, et qu'en fait les parties méta sont, très, s'effacent ou se cachent quelque part dans la narration, tu vois? Et là, eh bien, nous tombons en accord sur un point particulièrement important à mes yeux, un point particulièrement discuté entre rôlistes qui n'ont rien d'autre à foutre de leur soirée, bien évidemment. C'est l'intervention du méta, du hors-jeu, du HRP, hors roleplay donc, dans la partie. Eric des Imagitateurs vient d'ailleurs de sortir le premier épisode d'une série de podcasts sur ce sujet, et même si je ne suis pas en accord avec tout ce qu'il dit, mais il a fait des sports de combat, il pratique le tir sportif, donc je ne dis pas trop fort que je ne suis pas d'accord avec lui, eh bien son point de vue est vraiment très intéressant. Je vous conseille donc d'aller écouter ces podcasts, le lien est aussi en description. Mais revenons à la troisième personne, Jean Dindon s'est mis à l'utiliser de manière naturelle sans vraiment y associer de réflexion. Ouais, moi je pense que j'ai toujours joué à la première personne, en tout cas, quand j'étais joueur à une table, que j'avais un personnage à interpréter, et je m'étais même pas fait la réflexion que je jouais à la troisième personne, jusqu'à après la partie de comète et qu'on me fasse la réflexion, hein. Donc c'est-à-dire que toutes les autres personnes avec qui je fais du jeu de rôle ont pas particulièrement, relevé ce truc-là.
Et après, comme je disais aussi, c'est aussi des reliquats de, en fait, c'est aussi toute la somme de, tu as l'habitude d'être MJ et de te comporter en tant que MJ. Du coup, quand je suis en situation, d'être joueur à une table, ça me pose pas de problème de prendre un petit peu la narration par la main, comme on disait, pour des soucis d'élégance ou pour des soucis de narration, pour décharger un petit peu le MJ, et je pense que la troisième personne, elle vient aussi s'insérer dans tout ça, inconsciemment, quoi. C'est que c'est le bon outil dont tu as besoin si tu veux, prendre un petit peu la narration, la pousser un petit peu, doucement dans une situation, sans passer par un point HRP, quoi. Et justement, pour pousser cette réflexion, eh bien certes, le fait de jouer à la troisième personne peut favoriser le jeu collaboratif, peut amener des situations de jeu aux autres joueurs sur un plateau, ça peut servir la narration, mais c'est aussi une manière de mettre de la distance entre son personnage et soi-même, dans des situations qu'on peut juger désagréables ou simplement embarrassantes ou encore inutiles. On peut penser par exemple à des scènes de séduction, ou dans un tout autre style à des scènes de torture. Enfin, quoique les deux peuvent aller ensemble parfois. Si tu joues, un salaud, par exemple, et qui va faire un truc de salaud, c'est à ce moment-là où tu vas utiliser la troisième personne pour dire aussi, qu'on soit bien d'accord que je cautionne pas ce qu'est en train de faire mon personnage, quoi. J'ai pas, et c'est une forme de protection en mettant ton personnage à distance, en disant: «OK, le personnage fait des bêtises, enfin voilà, faut pas s'imaginer que je cautionne ça et que voilà». Mais, en toute honnêteté, si vraiment ton objectif de jeu, d'interprétation et la dynamique à la table, si tout ce que tout le monde attend, c'est d'avoir un maximum d'intensité, il faut que tout le monde soit clair sur le fait que tu cautionnes pas, le comportement de ton personnage, mais que tu sois suffisamment à l'aise pour arriver à la première personne. En fait, c'est vraiment le cas où tu vas pouvoir aller chercher davantage d'intensité. J'imagine en plus que si c'est une action, particulièrement, méchante, ce sera certainement un nœud d'intrigue du scénario. Enfin voilà, c'est peut-être le moment aussi où tu vas vouloir aller chercher un maximum d'intensité, quoi. C'est aussi des outils de ton côté, quoi. Ce qu'évoque Jean Dindon ici m'amène à évoquer le contrat de jeu, ce petit moment pris avant la partie pour rappeler l'objectif de la session, l'ambiance, la proposition de jeu, l'intention de la partie. Il est important, avant de se lancer, de vérifier que tout le monde est dans la même optique, que tout le monde souhaite s'immerger de la même manière dans l'ambiance de cette soirée. Et si moi je n'utilise pas d'outils de sécurité émotionnelle implicite, tels une liste de sujets à ne pas aborder, ce que je trouve absolument antinomique avec la proposition même du jeu de rôle, eh bien, j'utilise l'ellipse et le dézoom de manière assez naturelle, en fait, sans vraiment le conscientiser, dans mes parties lors de moments sur lesquels personne de normalement constitué n'a vraiment envie de s'attarder. Mais en fait, en y réfléchissant, tu sais, souvent on définit les lignes et les voiles, c'est exactement, dézoomer, hein. C'est exactement dézoomer pour ne pas, parler de la scène, en fait. C'est on va jouer une scène de torture et au lieu de te dire, voilà, de t'expliquer qu'on va, casser les genoux un par un avec, un marteau, on va juste dire: «Il y a la porte fermée, derrière laquelle il y a des cris», et en fait, on a juste dézoomé pour pas, pour pas être émotionnellement trop affecté par ce qui est en train de se passer. Donc je pense que oui, le fait de dézoomer et de repasser à la troisième personne te sert notamment à mettre des voiles, quoi. Ou peut-être des petits voiles ou qui serviront que sur, pas sur une scène entière comme on a l'habitude de le faire, mais sur des petits éléments que tu te sens pas d'aborder, là tout de suite maintenant, quoi. Et d'ailleurs, s'il y a bien des rôlistes qui ont réfléchi à ces besoins d'alternance entre le mode de jeu, le en-jeu et le méta, eh bien ce sont les GNistes, les joueurs de grandeur nature. C'est Jean Dindon qui évoque ce mode de jeu particulier au cours de notre discussion. J'ai oublié de dire que les GNistes étaient en avance sur nous, sur, tout ça. Tout ce dont on a parlé, les GNistes, ils l'ont déjà conceptualisé il y a 20 ans. Ah bah, alors premièrement, tous les GNistes, c'est déjà des gros rôlistes avant d'être des GNistes, et en plus, il y a toute une école de, «je joue pour les autres», qui sont des réflexions qui sont très présentes là-bas, et pour des raisons, très, très évidentes. C'est que quand tu as un orga pour 100 personnes,
Le jour où il y a quelqu'un qui doit perdre et quelqu'un qui doit gagner et que ton premier orga il est de 3 bâtiments plus loin, tu dis juste bon ok tu sais quoi on va faire moi je gagne toi tu perds et puis on est parti, tu te le dis même pas et puis celui qui perd il fait ah non et puis celui qui gagne il dit ah et voilà et puis bah t'as créé tout ce truc là et il y en a un qui a décidé de play to lose en fait et, et, et c'est des problématiques du fait qu'il y avait de l'autonomie nécessaire pour tout le monde, si tu veux, où du coup ce type de réflexion c'est démocratisé beaucoup plus vite que dans le jeu de rôle sur table, quoi. Et donc, un joueur qui sait utiliser ces différents points de vue, eh bien c'est un atout dans une partie de jeu de rôle. Il peut pratiquement faire office de second MJ tellement il sert le jeu, la narration, l'ambiance, tout en restant à sa place, évidemment. Le MJ est dieu à table, tout le monde le sait, et un dieu plutôt typé Apollon, non? Bon, trêve de plaisanterie, même si ce n'en était pas une, de telles tables peuvent, je pense, s'avérer extrêmement plaisantes. Les meilleures parties que j'ai eues, mais même en tant que maître du jeu, où t'as des joueurs et des joueuses suffisamment expérimentés, et même juste une seule personne autour de la table, suffisamment qui maîtrise suffisamment bien cet outil, et qui est capable d'utiliser ses bons niveaux au bon moment, je pense que déjà ça booste le jeu de tout le monde. C'est pas juste un truc de performance personnelle en plus. Parce que sur la partie de Comet, Sylvain, lui, il était très très proche de son personnage, il était beaucoup dans l'émotion, il était beaucoup dans... Voilà. Et en vérité, quand t'as ça à côté de toi, tu te dis trop cool, lui il est en train de kiffer, donc déjà il est dedans, il faut qu'il y reste. Il faut qu'il y reste, c'est très important. Qu'est-ce que moi je fais pour que lui il y reste? Et parfois c'est réfléchir pour lui en se disant ok, qu'est-ce qu'on a besoin d'apporter à son personnage pour que lui il reste dans ce flow, quoi, si tu veux. Et je pense que c'est aussi des réflexions. Les joueurs ou les joueuses qui ont ça autour de la table sont aussi capables de... Il y a une expression en anglais de play to lift. Il faut jouer pour soulever les autres, pour porter les autres, pour les élever, quoi, en fait, si tu veux. C'est des attitudes qui sont d'un boost complet pour tout le monde, quoi. En fait, on en revient à un espèce de truc où t'as l'impression que ton interprétation, ça te regarde juste toi. Mais en fait, l'aboutissement d'une partie de jeu de rôle, c'est que tu vas jouer aussi pour les autres. Et donc de savoir dézoomer pour que les autres puissent rester zoomés, c'est aussi une attitude qui est très bonne et qui demande beaucoup de maîtrise, quoi. C'est pas une attitude que tu vois, comme tu le dis, chez beaucoup de joueurs ou de joueuses. C'est généralement des personnes qui ont beaucoup de bouteilles, qui ont fait beaucoup une grosse expérience de maître du jeu, peut-être aussi qui ont essayé beaucoup de types de jeux alternatifs, des PBTA et des choses comme ça, ou Blends in the Dark, ou plein de choses où tu vas avoir du partage narratif. Et si tu regardes une partie de 2D6 plus cool, moi c'est la chose qui me choque, mais je me dis waouh, ils sont tellement tous en train de jouer pour les autres, c'est fou, c'est trop bien, ça doit être trop bien de jouer avec eux. Oui, je ne peux qu'abonder dans le sens de Jean Dindon, 2D6 plus cool, ils sont vraiment très forts. Leurs parties sont ultra plaisantes à écouter, et à jouer, je pense que c'est extrêmement jouissif. Je vous colle d'ailleurs un tout petit extrait d'une de leurs parties, ça a un peu de gueule je trouve, et ce n'est pas scripté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque le jeu à la première personne d'un des deux joueurs, et à la troisième personne pour l'autre. Je croyais qu'il s'agissait d'un combat amical, mais vous donnez des coups pour tuer. Fleuve paisible se remet à genoux. À sa propre surprise, son regard est embué. Le torrent vous amène jusqu'à une chute. J'aimerais vous implorer de rejoindre la berge et de prendre les chemins de traverse pour trouver ailleurs un fleuve plus clément. Je vous conjure de ne pas faire peser votre mort sur ma conscience. Elle reprend sa respiration, toujours en garde pendant quelques longues secondes. Et puis, elle vient, elle aussi, s'agenouiller, front contre terre. Maintenant, je ne pourrai plus jamais penser à mon impératrice, sans penser à vous, et cela assombrit mon ciel intérieur de bien des manières. Elle est restée inclinée au milieu de la cour. Je déglutis. Je vais prendre congé et ne pas vous importuner plus longtemps. Étouffée,
par sa position, tu perçois ce qui ressemble à un sanglot de rage. Oh non! Bon, par contre, notre ami Jean Dindon évoque les PBTA, un type de jeu dont je ne suis pas super fan. Quelques précisions seront utiles pour comprendre l'apport que peuvent avoir ce type de jeu dans une pratique plus traditionnelle du jeu de rôle, au niveau notamment de l'interprétation des personnages et du développement de jeu que ça peut entraîner avec des joueurs vertueux. Joueurs vertueux, PBTA, il y a un truc qui colle pas dans cette phrase, non ? Je pense qu'il y a il y a toute une école de pensée qui rejoint ce truc-là et qui est vraiment l'école des jeux alternatifs, des PBTA, etc., qui te pousse beaucoup dans cette direction. Et, et souvent, ça se heurte à des arguments. Enfin, souvent, l'école traditionnelle va rejeter les trucs en disant bah oui, mais on peut pas tous créer parce que sinon, il y a plus personne qui tient quoi que ce soit. Oui, mais en fait, c'est il y a plus d'autorité, je sais pas quoi. En fait, on oppose des arguments à toute une école de jeu qui est quand même construite sur le fait que les joueurs et les joueuses ont aussi une conception méta de l'histoire, participent. C'est quasiment des jeux qui forcent à jouer à la troisième personne. Et donc je pense que les ressources que tu vas trouver, probablement qu'elles seront jamais écrites très clairement, mais l'école des jeux PBTA t'encourage à le faire. Tu vas incarner, tu vas plonger dans ton personnage et tu vas jouer jusqu'au moment où il y a un move qui s'active. Et à ce moment-là, le move, il te force à regarder l'histoire et plus à être dans ton personnage. Il te force à dire, quand cette situation arrive dans la narration, alors on la résout de la manière suivante, et les effets sont ceux-ci. Et ensuite tu replonges. Et en fait, c'est tout le principe enfin, le move en PBTA te force à passer à la troisième personne sur ton personnage, de par la manière dont c'est construit et de toutes les habitudes de jeu. Et en vérité, on peut discuter sur est-ce que c'est bien, pas bien, ce qu'on trouve pas dans les PBTA. En vrai, j'y joue pas beaucoup au PBTA, ou quasiment pas. C'est pas non plus ce que je cherche dans le jeu de rôle, mais il faut reconnaître au PBTA que c'est toute une école de jeu qui est justement construite sur le fait d'à un certain moment jouer son personnage et à un certain moment dézoomer un petit peu pour regarder la situation avant de retourner dans son personnage. Alors depuis le début, nous parlons de point de vue, de strate de jeu, de distance avec son personnage, dans l'optique de produire un jeu immersif, garant d'une ambiance, d'une intention donnée à la partie, et pour qu'à la fin de la soirée, on se retourne tous d'un même élan vers ces dernières heures d'un air satisfait en se disant « Eh ben ouais, on a raconté une sacrée belle histoire, c'était chouette, j'y ai cru ». Et pour y croire, eh bien, il nous faut des personnages tangibles. J'aime bien ce mot tangible, je le préfère au mot réaliste, qui ne correspond pas vraiment à l'idée qu'on peut se faire des aventures que vivent nos personnages dans nos univers imaginaires. Pour moi, un personnage tangible, eh bien, et d'ailleurs, ça vaut en jeu de rôle comme au cinéma ou dans la littérature, c'est un personnage qui me donne l'impression que si je mettais la main sur son épaule, je sentirais quelque chose de solide là-dessous. Des muscles, des os, des tendons, un cerveau pour piloter le tout, et une âme, qui sait. Enfin ça dépend des joueurs. Un personnage tangible, donc, c'est un personnage en lequel je crois, qui soit suffisamment défini pour que je m'en fasse une idée précise, mais pas trop non plus pour laisser la place à mon imagination, pour imaginer les parties manquantes. Et un personnage dont les actes rejoignent les pensées, le tout étant cohérent avec l'intention donnée à la partie, ou au film, ou au roman. C'est un personnage qui a vécu avant que je le rencontre, que j'en prenne le contrôle. C'est un personnage qui va continuer sa vie après notre séparation. Et j'ai évidemment demandé à Jean Dindon ce qu'il pensait de la tangibilité des personnages. En vérité, le personnage que toi tu avais sur la partie de Comet, il avait un truc qui était différent de ce que les autres proposent. Et je dis pas que c'est... en fait, c'est les... Comment dire, il y a certains personnages, ils sont juste un petit peu différents, et ça suffit à leur donner une saveur. Et je me rappelle que le tien, il était un peu... il était un peu rusto, il parlait assez peu, et en même temps,
c'est compliqué à définir, mais et en même temps, on comprenait que derrière tout ça, il y avait une espèce de profondeur, mais qui était due à sa pudeur, et cetera. Et je pense que c'est un personnage qui, moi, me déclenche des interrogations. Je vous colle un tout petit extrait d'un début de scène pendant laquelle j'expose le personnage que je jouais dans Comet. Je suis dans le salon devant la télé, l'énorme télé qui trône au milieu de mon salon et qui est en train de passer une série sans doute sur le paranormal, les extraterrestres, ce genre de choses sur Netflix ou je sais pas quoi. Je suis évidemment un petit peu alcoolisé. J'entends les gamins en haut, Célia et Nathan, qui gueulent. Caroline devrait s'en occuper, mais comme d'habitude, elle doit être en train d'être au téléphone avec sa mère ou je ne sais pas quoi. Et ça me saoule. J'ai envie de crier, de leur dire de la fermer, mais je reste devant ma télé et je me resserre une autre bière. Oui, ce gars n'a pas l'air des plus rigolos, des plus agréables. C'est sans doute un sale type. Bah, c'est tout à fait moi, en somme. Je n'ai pas eu beaucoup à me forcer pour le jouer. Mais en filigrane, on peut se demander pourquoi il est ainsi aujourd'hui. D'où viennent ces failles? Est-ce que des événements l'ont malmené? Et on rejoint exactement ce que disait Jean Dindon sur les personnages tangibles. Je fais un détour. Quand je regarde des séries, j'aime beaucoup les personnages secondaires, parce que je trouve que les personnages secondaires ont un truc que n'ont pas les personnages principaux, c'est qu'ils sont pas totalement expliqués. Et moi, je trouve que ça leur donne une saveur particulière, parce que c'est les premières prises d'escalade pour ton imagination qui travaille derrière. Et comme ton imagination a jamais la réponse, le personnage est d'autant plus intriguant qu'il sera jamais totalement expliqué. Et moi, les personnages que j'aime beaucoup, c'est ceux qui ont toujours une petite part où tu peux le garder avec toi. Ton imagination peut continuer à te dire ah là là, est-ce que et le présupposé que ton imagination travaille pour compléter un personnage, c'est que t'y crois en fait. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas continuer à te poser des questions sur un personnage si ce personnage tu n'y croyais pas. Donc en fait, les personnages, moi, que j'aime beaucoup voir, et un des signes que j'y crois totalement à un personnage, c'est quand je continue à me poser des questions après sur c'était quoi vraiment la motivation de ce personnage. Et du coup, quand je te dis que ton personnage, il avait cette espèce de véracité où, bah, comme tu dis, voilà, t'as l'impression que quand tu tapes sur son épaule, tu vas sentir sa chemise, bah, c'est exactement ça en fait. C'est que ton personnage, quand bien même il n'était pas totalement défini, on savait pas tout ce qu'il pensait, il parlait somme toute assez peu, il y avait des choses sur lesquelles il était visiblement pas très à l'aise, ou même des pans de l'intrigue dans lesquels il allait choisir de se mettre en retrait, ou t'allais pas, tu vois, le mettre en avant, etc. Mais ça n'en reste que moi, ça me donne suffisamment de carburant pour l'imagination, et je pense que c'est les personnages, moi, qui sont tout à fait mémorables et tout à fait véridiques pour moi, c'est ceux qui ont un peu de ça, quoi. Et ça se passe avec beaucoup de choses très détournées en vérité, avec des détails, quoi. Quand j'écoutais la campagne de Gauvin de Game of Thrones, et une des premières interactions de Maître Renard, c'est donc lui il joue un chevalier, ou je sais pas, dans l'univers de Game of Thrones, et une de ses premières interactions qu'il a, c'est d'aller voir son frère ou son neveu, qui est plus jeune que lui, de se mettre à genoux et de commencer à lui parler, mais d'une manière relativement douce, ce qui tranche avec son personnage, qui a pris 30 secondes dans la partie, et ce qui donne une profondeur absolument délirante à un personnage sur un tout petit détail. Il a choisi de faire cette interaction-là, alors qu'il aurait pu prendre son cheval par la bride et l'amener jusqu'aux écuries, alors qu'il aurait pu faire autre chose pour présenter son personnage, mais il a choisi de faire ça. Et ça, moi, j'y crois, c'est une vraie réaction de quelqu'un qui est vraiment humain, tu vois. Enfin, pour moi, je dis, ok, je vois ce personnage, je le comprends, et en même temps, ce personnage est en train de me donner des promesses. Je ne peux pas le catégoriser, je ne le comprends pas tout complètement. Eh bien voilà, on se rejoint, hein. Des généralités issues d'archétypes parsemés de petits détails et de trous à combler, voilà ce qui donne des personnages tangibles. Reste à les faire agir conjointement, en jouant, en incarnant, en narrant, pour écrire collectivement une histoire qui satisfasse tout le monde autour de la table,
Une histoire qui peut durer sur du très long terme au cours d'une campagne, ou juste quelques heures sur un one-shot. Et même à l'échelle d'une partie, en vérité. Parce que si tu arrives à la scène et tu sors de l'audience avec le roi, et il y a un des PJ qui croise son pire ennemi, c'est lui qui doit. À ce moment-là, personne s'y attend, mais c'est lui qui doit gérer, qui doit leader l'action, en vérité. C'est lui qui doit dire, ok, est-ce que je lui saute à la gorge? Est-ce que je vais l'insulter? Est-ce que je l'ignore? Et c'est aux autres d'avoir l'intelligence de dire, ok, là, on a une scène où c'est tel PJ qui est en situation de lead. Qu'est-ce que je fais? Si jamais il serre les poings, est-ce que c'est moi qui vais l'arrêter? Si jamais il lui saute à la gorge, est-ce que je vais sortir mon épée pour l'aider aussi? Et en fait, il y a toute une espèce d'intelligence collective de dire ce moment-là de la partie, c'est lui qu'il faut qu'on écoute. C'est lui qui va donner le tempo. C'est lui ou elle d'ailleurs, hein, enfin, qui va donner le tempo. C'est ce personnage-là qu'on doit tous écouter, on doit tous s'articuler autour de lui. Et si tout le monde le fait, si tout le monde le fait déjà, c'est trop bien parce que ça veut dire que la personne, le rôliste qui va se dire ok, je pousse le jeu dans cette direction, tout le monde est à son écoute et tout le monde dit ok, là c'est ton moment et tout le monde est clair là-dessus, tu vois. Et la prochaine fois ce sera quelqu'un d'autre et puis voilà. Mais au sein d'une partie, je pense que ça s'entend aussi, tu vois, de dire et le plus magique dans tout ça, c'est que quand ces habitudes sont bien fichues, enfin sont bien intégrées et que toutes les personnes jouent, t'as pas besoin de te le dire, tu vois, c'est intégré. Eh bien voilà, je pense que nous avons là du grain à moudre pour encore améliorer le jeu autour de la table. Si je devais résumer cette petite discussion, il y a en gros 3 manières de camper son personnage: rapporter, incarner, jouer, en partant du point de vue le plus extérieur au point de vue le plus intérieur, le plus proche de l'âme du personnage. Quand il rapporte, le joueur adopte une posture de narrateur, il décrit les actions de son personnage à la 3e personne, souvent de manière factuelle et détachée. Ce style met l'accent sur l'observation et l'explication. Il est utile pour garder une vue d'ensemble, pour les scènes qui nécessitent une approche plus analytique, pour servir le jeu d'un autre joueur, ou encore pour prendre de la distance avec son personnage. Quand il interprète, le joueur joue à la 1re personne, il décrit les actions, intentions, pensées, émotions de son personnage directement, sans forcément y mettre le ton et les gestes. C'est la position qu'on retrouve le plus couramment autour de nos tables. Elle permet une bonne immersion, mais elle offre un jeu assez personnel, peut-être un peu cloisonné parfois avec les autres joueurs. On peut moins facilement passer la balle qu'à la 3e personne. Et puis quand il joue son personnage, le joueur est aussi à la 1re personne, mais il se glisse complètement sous la peau de son personnage. Il le campe de manière poussée, allant jusqu'à prendre une voix différente de la sienne, des mimiques, une posture. Ce type de jeu est d'ailleurs plus difficile en distanciel qu'en présentiel, où l'on peut se déplacer autour de la table, chuchoter ou hurler, sans déranger les voisins, bien entendu. L'immersion est totale, mais la répartition équitable du temps de jeu et surtout des moments clés autour de la table est un petit peu plus difficile, car un tel joueur attire de fait les projecteurs. Et évidemment, l'investissement émotionnel est plus important, il est maximal, et il peut être perturbant dans le cas de scènes peu agréables. Et comme on l'a vu, ces 3 points de vue ne sont pas exclusifs. Vous pouvez passer de l'un à l'autre en fonction de la table, mais aussi au sein d'une même table, d'une même partie, d'une même session. Le choix du point de vue peut en effet dépendre de la dynamique du groupe, du style de jeu privilégié par le maître de jeu, ou de vos affinités avec les autres personnes autour de la table. Par exemple, si vous vous lancez tambour battant dans un jeu millimétré avec force, accent, expression et gestes, pour vous rendre compte que les autres joueurs réagissent avec un sourire mi-gêné, mi-amusé, ça va vous refroidir. Donc profitez du contrat de jeu avant la partie pour vérifier que tout le monde envisage le même type de jeu, et n'hésitez pas à passer votre tour sur une table si vous êtes sûr de ne pas trouver ce que vous aimez. Et puis au sein d'une partie, il peut arriver qu'un joueur change de point de vue selon le type de scène, soit par préférence personnelle, pour éviter par exemple de trop s'engager émotionnellement dans un moment jugé gênant, non pas au niveau des personnages mais au niveau des joueurs. On peut penser par exemple à une scène de sexe, soit par préférence technique. Il peut être préférable parfois de rapporter plutôt que d'incarner ou de jouer, par exemple pour mettre en scène son personnage. Petit exemple, vous voyez Isidore s'avancer vers le trône, ses yeux sont fixés sur le roi,
Ses paupières ne clignent pas, la rage se plaque sur ses traits au fur et à mesure de son approche. Ou encore, par exemple, Rafaela va passer les 2 prochaines heures à virevolter sur le champ de bataille, passant d'escarmouche en escarmouche, donnant un ordre à une escouade, en rassurant une autre, avant de se glisser tel un serpent dans le dos du capitaine ennemi, lui collant sa dague sous la gorge. Et oui, on voit que dans ce type de scène, la troisième personne peut être intéressante, que rapporter pour des scènes techniques, tactiques, ou pour des moments qu'on va ellipser, sur lesquels on ne va pas s'attarder, pour des cinématiques par exemple aussi, eh bien ça va être très intéressant. Jouer sera préféré eh bien, dans les moments de tension dramatique, dans les phases de roleplay intense, et interpréter, eh bien, c'est cet entre-deux équilibré qui mêle à la fois une forte implication à une narration active. Bon, et maintenant, vous vous dites, bah, très bien, et je fais comment moi ? Eh bien, c'est assez simple, vous pratiquez, pardi, et de préférence, vous alternez entre des tables où vous pouvez arriver coolos, en peignoir et en chaussons, et des tables où vous ne connaissez personne et où vous vous demandez un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. Insistez toutefois pour avoir des contrats de partie clairs et tester cette alternance. Évidemment, contrairement à l'impression que donnent certains actual play, nous ne sommes pas tous des acteurs ou des comédiens, mais on s'en fiche. L'objectif, c'est pas d'obtenir un Molière, un Oscar ou un César. L'objectif, encore une fois, c'est de conter ensemble une histoire qui sera mémorable. Donc narrez, incarnez, jouez, faites-vous plaisir, et surtout faites en sorte de hocher la tête de contentement à la fin de vos parties, en étant fier du personnage que vous avez campé. Merci à Jean Dindon pour sa promptitude à répondre à mes questions, et rendez-vous en commentaire ou sur mon Discord pour s'écharper joyeusement sur les intérêts de la variation du point de vue. Et de toute façon, en termes de point de vue, c'est bien sûr le mien qui prévaut. Allez, bonne partie quand même!